Merci à Rémi pour avoir imaginé ce dispositif et à toutes celles et ceux qui peuvent partager ce temps précieux cet après-midi pour échanger sur cette notion de figure aspirante. Alors, je vais prendre un biais un peu particulier. Alors, je rappelle peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui m'ont oublié, euh, je suis professeur émérite depuis 2015 et je le serai jusqu'en 2024. Et donc, à ce titre, euh, avec la possibilité justement d'être toujours engagé dans l'action, puisque bon, je garde pas mal de responsabilités sur le campus sciences humaines, mais aussi sur le campus scientifique. Il y a cette idée en fait de se prendre soi-même comme figure inspirante, c'est-à-dire, si on peut l'exprimer en termes pédagogiques ou psychologiques, dans la construction de la personnalité qui se modifie avec les rencontres et les âges de la vie, il y a un processus d'auto-socio-construction de soi et qui, dans le cadre universitaire, peut conduire à une réflexivité. Et donc, mon souci, ça va être, dans la dernière période qui m'occupe, jusqu'en 2024, de concevoir ce que j'appelle un livre jubilaire, c'est-à-dire un livre qui soit un retour d'expérience sur ce que j'ai pu vécu, sur ce que j'ai pu vivre sur le campus de Lillois, au sens très large du terme, Lille 1 pour l'essentiel et Lille 3, pour prendre des dénominations classiques qui nous sont communes, avec évidemment des statuts différents. Alors, pour être schématique au départ, donc je suis rentré en 72 comme étudiant en philo et après des études de philosophie, j'ai bifurqué vers la psychologie de l'orientation notamment, en pratiquant le métier pendant une dizaine d'années. Et puis après, en passant en différents concours, notamment le concours d'inspecteur. Donc en 91, il y a une sorte de tournant biographique pour moi entre la possibilité de continuer comme acteur dans le domaine de l'orientation scolaire et professionnelle auprès des jeunes, des étudiants, des familles, des enseignants, ou alors d'évoluer vers une fonction de type administratif, type inspection, ou alors de choisir la voie universitaire. Il est rare dans la vie qu'on ait un réel choix, et ce choix tout à fait fantastique, c'est produit dans ma carrière, c'est-à-dire j'ai eu vraiment un choix. Pendant quelques jours, j'ai pu réfléchir sur le fait de savoir de continuer une carrière dans le domaine de l'orientation stricto sensu comme praticien, éventuellement comme inspecteur. J'étais le premier en France de conclure au concours d'inspecteur, ou alors de devenir enseignant-chercheur à l'université de Lille 3. J'ai choisi la voie de l'enseignement et de la recherche en éducation. Je vous surprendrai pas. Par contre, ce qui est moins connu, c'est que j'ai pas fait le deuil de mon premier intérêt, c'est-à-dire en devenant enseignant-chercheur en sciences d'éducation, j'ai continué à travailler mon objet, cette question d'orientation, mais en l'élargissant sans cesse. Alors, je l'ai élargi de manière un petit peu singulière, c'est-à-dire généralement, quand on approfondit les questions d'orientation en France, soit on évolue vers la sociologie, on met l'accent sur les inégalités de genre, de sexe, de territoire, etc., ou alors on approfondit la dimension purement psychologique. Voilà les deux voies essentielles. Et moi, à la faveur des encouragements de Françoise Mayer, qui à l'époque inaugurait le cycle doctoral en sciences de l'éducation à Lille 3, j'ai choisi la voie de l'histoire, c'est-à-dire de montrer que ces questions d'orientation s'inscrivent dans un phénomène social, historique, voire géographique, et qui a une particularité de l'Académie de Lille, qui au départ comprenait les 5 départements du Nord, du Pas-de-Calais, de l'Aisne, de la Somme et des Ardennes. Donc j'ai fait sous sa direction une thèse de 3e cycle en sciences de l'éducation, une très grosse thèse, quasiment un doctorat d'État, portée justement sur la construction d'un nouvel imaginaire professionnel autour de la figure du conseiller d'orientation qui n'existait pas dans l'éducation nationale. Donc comment un expert en placement, je vais schématiser, comment un expert en placement qui dépendait des mairies ou des départements devient un agent éducatif au sein de l'école tout en n'étant pas un enseignant, tout en n'étant pas effectivement, mais en émargeant quand même à la catégorie euh, enseignant. Et donc, je me suis intéressé sur l'identité du conseiller d'orientation psychologue en prenant comme point d'appui la manière dont ça s'est fait concrètement dans l'Académie de Lille. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur les archives du rectorat, des inspections académiques. Le fait d'être conseiller d'orientation, j'ai eu effectivement des entrées auprès des différents centres d'information et d'orientation. Et puis, j'ai interrogé beaucoup de témoins, de grands témoins, comme le recteur Guy Debert, c'est le plus célèbre d'entre eux, mais il y en a bien d'autres. Alors, à partir de là,
j'ai compris l'intérêt d'une méthode historique. C'est-à-dire, une méthode historique, c'est pas seulement faire les greniers et les placards, ou les caves, ça a son importance, ça ne suffit pas, c'est aussi interroger les témoins. Et des amis qui étaient sensibles à mon projet m'ont dit: «Dépêche-toi, il y a toute une génération qui va disparaître. Si tu veux les rencontrer, c'est maintenant, ce sera plus après». Et cette question m'a toujours interpellé, si bien que voilà, j'ai construit une méthode, c'est-à-dire en essayant méthodiquement d'approcher tous ceux qui ont eu une expérience forte dans le domaine de l'orientation. Souvent, ils ont été pionniers dans différentes manières. Comment les rencontrer, comment les auditionner, en leur demandant peut-être ce qu'on fait actuellement, leur figure inspirante, comment ils se sont construits à partir de ces modèles qui ont été transmis. J'ai fait à partir de là ce qu'on appelle une enquête prosopographique. Alors, une enquête prosopographique, c'est au premier sens du terme, une enquête sur les personnages qui appartiennent à une configuration historique, littéraire ou autre. Et donc, cette façon de travailler, c'est-à-dire d'aller vers, hein, de prendre contact. Alors d'abord, pour les personnes très âgées, très éloignées, par un simple questionnaire autobiographique, par les personnes qui étaient joignables au téléphone, qui étaient en capacité d'écouter, d'entendre. C'est pas évident d'interroger des personnes très âgées. J'appelle très âgées troisième, quatrième âge, parfois au-delà. Et puis pour ceux qui venaient de quitter le métier, mais qui étaient encore tout à fait en capacité de témoigner, évidemment, de les rencontrer, soit dans leur ancien lieu de travail, ou soit à domicile quand ils me faisaient cette amitié. Bref, ce travail m'a occupé une dizaine d'années. C'est pas rien dans une vie, dans une 10 ans. Pendant 10 ans, j'ai rencontré plusieurs centaines de personnes, on va dire près de 500, alors qu'il y avait comme caractéristique de ne plus être en exercice. Donc, je voulais absolument pas faire le who-is-who des personnes en exercice, qui étaient encore en capacité de témoigner sur leur activité professionnelle en termes d'outils, de méthodes, de positionnement, amis, etc., qui pouvaient se situer dans des cadres institutionnels différents, l'école bien sûr, mais pas seulement. Il y a des psychologues d'orientation à la SNCF, par exemple, ou dans d'autres administrations, à la RATP, etc. Et puis les marchands de tests, hein, comment on fabrique des tests, quelle est la circulation de la vie intellectuelle autour des outils de mesure de l'homme en référence au placement et à l'accompagnement, plus récemment, l'accompagnement des élèves dans le système scolaire, c'est-à-dire au tout début la liaison CM2-6e, puis au sein du collège, puis le passage seconde-première. Ça, je l'ai fait comme acteur sur le terrain. Et puis, bien sûr, dans le champ universitaire, où pendant une dizaine d'années, j'ai dirigé le service d'orientation au sens le plus large du terme, orientation, étudiants, relations avec les professionnels, etc. Et donc, après, je me suis limité, c'est-à-dire après avoir pris cet échantillon très large, je me suis dit, je vais rassembler des données qui me paraissent plus pertinentes par rapport à une construction intellectuelle. Alors, cette construction intellectuelle, c'était d'approcher la question de l'orientation à travers une configuration historique, culturelle. Alors, il y avait une petite dimension interculturelle, mais modeste, hein, puisque l'orientation, c'est un mouvement international, hein, mais à travers une approche historique, culturelle et philosophique. Alors, j'ai eu des personnes qui m'ont aidé, alors notamment Françoise Mayer que j'ai citée, mais aussi Christophe Wulff, qui est davantage connu dans les sciences d'éducation, puisqu'il est l'auteur d'un dictionnaire encyclopédique d'histoire, d'éducation sur un plan historique, culturel et anthropologique, avec toujours une dimension philosophique qui pour lui est importante. Donc, je dirais fort de ces modèles, fort de ces figures inspirantes, parce que je ne peux pas dire que j'ai été un élève discipliné. Je me suis inspiré, je dirais, de leur énergie, de leur vision du monde, de leurs valeurs, de leur carnet d'adresse aussi, hein, qui est ami et qui est adversaire de nos positions. Je crois qu'un champ de recherche, c'est un champ de lutte, c'est un champ de coopération, mais aussi c'est un champ de rivalité mimétique, au sens de René Girard. Et donc, en me faisant en quelque sorte des alliés dans ce champ immense qu'est le champ universitaire, j'ai essayé effectivement, chemin faisant, de prendre des appuis. Alors, je pense par exemple à Daniel Blassel, qui s'est partiellement intéressé à la question de l'orientation, mais c'est un économiste de l'éducation, et je voulais vraiment tenter, même si c'est un vœu pieux, d'embrasser un peu toutes les disciplines pour vraiment pénétrer cette question de l'orientation par tous ces aspects. Et vous voyez que la métaphore est un peu sexuelle, hein. C'est-à-dire il y a vraiment une énergie, une passion, une volonté d'en découdre sur les préjugés, une volonté aussi de faire une œuvre. Alors, de ce point de vue-là, il y a eu un auteur majeur qui m'a toujours accompagné dans chaque décade de ma vie, c'est Hannah Arendt.
j'avais l'âge de 20 ans, m'avait offert la crise de la culture, et Hannah Arendt, très régulièrement, m'a toujours ressourcé intellectuellement et au-delà. Et Hannah Arendt, dans La condition de l'homme moderne, dans sa dernière édition 1983, il y a l'idée que la vie active, donc je voulais approcher les acteurs de l'orientation du point de vue de la vie active. Il y a 3 dimensions fondamentales, c'est la question du travail, c'est la question de l'œuvre et la question de l'action. Donc mes questionnaires biographiques étaient tournés vers ces 3 dimensions, en priorisant la question de l'œuvre, c'est-à-dire un acteur, il agit, il laisse des traces de son action, qui peut être transmis aux générations futures. Alors, mon cadre, je dirais, axiologique, c'est un cadre, on va dire, humaniste. Alors, c'est un cadre humaniste qui s'enracine dans, disons, les fondamentaux de notre religion chrétienne. Bon, en Europe, en France, il y a différentes sources de religion, mais disons que je me considère comme un agnostique spirituel, c'est-à-dire la question de la foi, pour moi, le regard s'est déplacé. Il y a toujours l'idée de laisser une marge de manœuvre, une part au hasard. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de sérendipité, j'ai écrit là-dessus. Et plus récemment, notamment à la faveur du travail que je mène depuis une dizaine d'années avec Marie-Lise Vertigois à mes côtés, c'est l'art peut-il nous sauver? C'est-à-dire en quoi l'art peut faire émerger de nouvelles sources de motivation et nous réénergiser à chaque étape de la vie. Parce qu'à chaque étape de la vie, c'est toujours des deuils, des pertes pour soi-même, pour ses proches ou pour les lointains. Et donc la question de l'art, pour moi, se pose de manière plus large depuis ces dernières années. Alors, dans le temps qui me reste, je voudrais transmettre quelque chose qui pourrait être réinterrogé par les générations futures, y compris pour mes contemporains. Donc, à quoi aboutit ces 10 années d'enquête prosopographique? Alors, ça aboutit à un modèle au sens wittgensteinien du terme. Alors, Wittgenstein suggère que quand il y a beaucoup de données, on peut tenter de rechercher comme un jeu de cette famille, c'est-à-dire de voir les configurations de sens qui peuvent se co-construire. Et donc, cette notion philosophique de jeu de cette famille, je l'ai appliquée à mes 500 acteurs et j'ai montré que, grosso modo, les 500 biographies que j'avais collationnées au fil de ces décennies, eh bien, pouvaient renvoyer à un jeu de cette famille qui permettrait de dégager une forme d'intelligibilité du mouvement d'orientation en France. Alors, je vais citer ces 7 familles. Je ne vais pas les développer, je vais simplement indiquer le titre sous lesquels je les range en termes disciplinaires, puisque je n'oublie pas qu'il y a des séminaires qui nous sont proches et qui parlent des disciplines, de l'interdisciplinarité, etc. Donc, je vais noter simplement les disciplines. Et puis, je prendrai, pour respecter notre exercice, une figure emblématique qui, pour moi, a été porteuse de sens. Et là, je le fais en liaison avec Marie-Lise, qui propose justement une accroche poétique. Voilà. Donc, vous avez remarqué que j'ai un petit peu perturbé votre regard avec le fond, en fait, qui est en miroir. Donc, je vous invite donc à écouter la présentation que Francis d'Anvers vous propose, même si elle est succincte, en résonance avec des œuvres d'artistes assez connus, parce qu'elles sont aussi en lien avec la dynamique d'inspiration, de figures inspirantes. Donc, à travers le travail de ces grandes figures de l'orientation, à chaque fois, ça nous renvoyait à une forme d'expression artistique, puisque sur le terrain, pour avoir terminé une recherche doctorale sur 3 pays, la France, la Belgique et la Fédération Wallonie-Bruxelles, sur l'obligation de résultats et la reddition de comptes, il m'apparaît aussi également en tant que professionnelle formatrice en éducation artistique et particulièrement les arts visuels, que ce domaine artistique puisse être encore un sas de liberté pédagogique et de créativité. Merci Marie-Lise. Alors, première famille, c'est la famille des philosophes, des pédagogues, des philanthropes qui ont inspiré la notion contemporaine d'orientation. Alors, je ne vais pas les citer tous, j'en mets en évidence le premier, c'est Emmanuel Mounier. Alors, je vous donne ses dates. Hein, voilà. Alors, je vais retenir de ce personnage un texte, voilà, qui pour moi est presque une déclaration de principe de tout mon cheminement en orientation. Je le cite, alors, c'est un texte qui est paru dans la collection PUF, le titre c'est Orientation scolaire, c'est banal. La date est moins, 1946. Voilà, alors c'est un texte qui fait une quinzaine de lignes.
Le problème de l'orientation scolaire et professionnelle, c'est le problème central de la réforme de l'enseignement et de l'éducation que tout le monde sent aujourd'hui désirable et inévitable. C'est le problème qu'impliquent tous les autres, qu'ils soient politiques, sociaux, économiques, moraux, et l'auteur éprouve le besoin de mettre 3 petits points. Il est au fond le problème de la civilisation nouvelle qui s'élabore à travers les bouleversements que nous vivons. 1946. C'est de sa solution que dépendent l'épanouissement et le bien-être de l'individu, puisque orienter, c'est chercher dans quel sens chaque être humain réalisera sa plénitude. On peut dire que l'orientation, c'est le problème du bonheur à l'école d'abord, ou si l'on veut, de la joie de réaliser ses potentialités. C'est le rêve de l'homme accordé à son métier et par lui accordé aux autres hommes. J'insiste que le mot accordé vient 2 fois et que accordé, c'est un terme musical. Moi, c'est très important de l'indiquer. L'orientation, c'est le problème de la justice, c'est aussi le problème de la démocratie. La préoccupation politique n'est pas étrangère à cette question, puisque l'orientation pose le problème de la liberté. Liberté de l'individu de réaliser son propre destin en face des prétentions de la société, grand S, et de l'État, grand E, à réglementer de plus en plus les destinées. Bref, l'orientation nous conduira à inventer une culture beaucoup plus large, plus souple, plus variée, capable de s'adapter sans diminuer à toutes les autres formes d'activité et d'esprit, à tous les besoins comme à tous les métiers. Fin de citation. Si mon travail servait à commenter ce texte, j'estimerais que j'ai réussi ma vie professionnelle. Parce que, d'une certaine manière, tout a été dit là. Alors, famille numéro 2, c'est les psychologues français, alors toutes tendances épistémologiques confondues. Hein. Je ne vais pas vous développer les courants, les sous-courants dans le domaine de la psycho, mais j'ai retenu ceux qui ont vraiment contribué à, si vous voulez, donner une définition instrumentale de l'orientation scolaire et professionnelle. Le plus important d'entre eux, c'est un peu l'homme total, parce qu'il a eu le génie de comprendre l'intérêt de l'orientation du point de vue de la psycho. Il a pris l'héritage d'Alfred Binet, le psychologue le plus connu au monde, encore aujourd'hui. Hein. Et puis, il a eu une descendance à travers une institution majeure au CNAM Paris, dont nous sommes d'ailleurs des membres. Hein. Il suffit de nommer Roquelin, Michel Huttot, Jacques Aubray, que beaucoup ont connu ici, et plus récemment, Ivan Loaret. Troisième famille, c'est la famille des psychologues étrangers ayant influencé le mouvement francophone d'orientation. Il est certainement connu de nous tous, c'est Carl Rogers. Alors, il est moins connu sur le fait qu'il a quand même inspiré une orientation non directive, et celle-ci m'a beaucoup influencé, d'autant qu'il a fait un séjour à Paris à l'INETOP dans les années 50, qui a été beaucoup commenté. La quatrième famille, c'est les sociologues, les démographes, les économiques et autres experts qui ont apporté une contribution à la connaissance de l'orientation. Alors là, il y a un personnage qui est pour moi le plus fascinant sur le plan intellectuel, sur le plan humain, sur le plan de la créativité, c'est Pierre Naville. Alors, je vous invite à venir, pas loin de chez nous, au musée d'art moderne de l'île Villeneuve-d'Ascq, qui est le premier grand musée d'art brut en France. Actuellement, c'est le surréalisme qui est tête d'affiche, et on retrouve des textes de Pierre Naville, etc. Ça, c'est peu connu. Pierre Naville est connu comme grand sociologue, spécialiste de la guerre, fondateur d'une sociologie du travail, etc., auteur d'un grand ouvrage sur l'orientation, mais il est moins connu comme ayant influencé, si vous voulez, le courant surréaliste. Et donc, le surréalisme est vraiment un courant de pensée très intéressant parce qu'il est riche de figures inspirantes. Et là, on est totalement dans notre sujet. Famille 5, pardon, c'est les médecins, les physiologistes, les psychiatres, les travailleurs sociaux qui ont collaboré, mais au sens neutre du terme, qui ont collaboré à l'orientation comme œuvre éducative. Alors, c'est Michel Huttot qui a mis en évidence la grande figure d'Édouard Toulouse dans ce domaine. L'avant-dernière famille, c'est la famille des personnalités du monde politique ou social, les administrateurs les plus divers qui ont œuvré en faveur de la cause de l'orientation. Et parmi ceux-ci, évidemment, je mets en évidence la figure de Jean Zay, qui a eu beaucoup d'intuition éducative sur la question de l'orientation. Dans les années 30, on lui doit énormément là-dessus. Et puis enfin, la dernière famille, et non des moindres, c'est ce que j'appelle la famille des praticiens chercheurs, qui ne laissent pas forcément une œuvre au sens académique du terme, encore que pour celles que nous avons sélectionnées, c'est le cas, et qui ont promu une nouvelle conception de l'orientation. Et donc, dans ce cadre, nous avons
voilà, choisi, presque élu, la figure de Geneviève Latreille. Alors, il y avait une volonté aussi à la fois de restaurer le rôle des femmes dans le domaine de l'orientation. Par exemple, Pierron ne serait pas entièrement Pierron s'il n'avait pas bénéficié de l'œuvre de sa femme Mathilde Pierron, qui rédigeait certains de ses articles, etc., ou était à la consultation de l'orientation, permettant à son mari d'avoir un travail surplombant. J'ai d'ailleurs été appelé ma dernière fille Mathilde, parce que pour moi, c'était le féminin caché de l'orientation. Et on a choisi la figure de Geneviève Latreille aussi pour une autre raison, c'est la question des régions. Parce qu'en fait, l'histoire de l'orientation, pour beaucoup de spécialistes, se résume en gros à l'histoire d'un certain nombre d'intellectuels au sein du CNAM parisien, en gros rue Gay-Lussac à Paris 5e. Or, en fait, c'est une erreur. Il y a eu dans la plupart des grandes régions de grands intellectuels, de grands humanistes qui ont vraiment œuvré pour incarner des préoccupations d'orientation. Alors, je pense par exemple à Malenfant sur Strasbourg, qui a plutôt insisté sur les dimensions socio-économiques. Et si nous allons, Marie-Lise et moi et d'autres, organiser l'année prochaine, exactement dans un an quasiment, un colloque à Lyon sur la figure de Geneviève Latreille, c'est pour montrer combien elle a été une figure inspirante pour tout un courant régionaliste, mais qui a fait tâche, dans le bon sens du terme, hein, dans le domaine de l'orientation, en réfléchissant notamment sur une nouvelle sociologie des métiers qui laisse place à la dimension du trouver-créer dans l'acte de production, le trouver-créer. En plus, Geneviève Latreille a considéré que l'orientation était relevée du travail social, et elle a considéré qu'un expert en orientation n'était pas seulement un savant, mais qui devait aussi prendre part aux luttes sociales dans le domaine de l'orientation, pour défendre notamment les personnes les plus en difficulté ou rejetées du système scolaire. Et puis elle a anticipé la dimension universitaire de l'orientation, parce que lorsqu'elle a commencé son métier, on ne parlait que d'orientation professionnelle, voire orientation scolaire et professionnelle, mais certainement pas orientation universitaire au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un maillon tout à fait intéressant entre le passé et l'avenir. Et donc, voilà, nous allons, la première semaine de l'année prochaine, rendre un hommage à la figure inspirante Geneviève Latreille, et je suis très heureux de conclure avec elle parce que c'est aussi des perspectives pour l'avenir. Je vous remercie pour votre attention, mais le dernier mot, je le laisse à Marie. Pas grand-chose parce que j'ai très très mal à la gorge, vous pouvez m'excuser, donc c'était difficile de parler. Donc cette journée, enfin 2 journées d'études en fait, Oui. on a revu à la hausse puisqu'il y aurait une participation aussi, je veux dire, à la fois de chercheurs, mais aussi de praticiens et même des membres de la famille de Geneviève Latreille. Voilà, c'est vraiment une approche pluricatégorielle et qui mobilise le CNAM à Paris et l'Université de Lyon et les 2 associations, donc le GREO dont nous sommes membres du bureau et l'association Trouver Créer. Donc, nous serions heureux de vous y retrouver en décembre prochain. Donc, s'appuyer aussi sur les familles. Alors, les familles, effectivement, là, dans mon travail, c'est au sens Wittgenstein du terme, c'est-à-dire les concordances de sens. Hein. Mais famille au sens où les familles sont aussi des ressources d'inspiration, hein, et puis famille au sens beaucoup plus large du terme, avec cette dimension régionaliste, c'est-à-dire ancrée dans un territoire.